Ouais, c'est ça. En fait, faut pas hésiter à pousser la voix comme ça. Voilà, pousser vraiment, poser la voix. Genre vraiment comme si tu l'étalais par terre, comme du Nutella, sur une tartine de brioche bien fraîche, Comme comme toi. Biglouche avec sa DRH 24. Oh bon. C'est ça quoi? Avec sa merde. Ah, C'était le une Berlin. métaphore, le Nutella, le Berlin. D'accord. Évidemment, le caca. Bon, On y revient, c'est un peu notre point Godwin à nous. c'est ça, c'est le point caca. C'est le point chiasse. Bon, c'est bon, c'est tout bon. Oui. Marie, tu n'hésiteras pas à t'approcher si tu le souhaites. C'est Bibi, c'est Yo-Yo, et à c'est parler Bibi fort, Yo-Yo. Hein. On regarde Fatal bientôt. Donc, tu Ouais, veux chaud. regarder Fatal avec nous? Non, pas du tout. Je comprends pas qu'on n'ait pas réussi à te convertir. Moi, je comprends. Pourquoi que je comprends? Oui, t'as raison. C'est bon? Ouais. Allez, bah c'est parti. Bonjour à celles, à ceux et à celles qui sont restés fidèles à leur plateforme de streaming favorite. Vous écoutez Ctrl Z, le podcast qui refait le monde et l'actualité du mois qui vient de s'écouler. À la une ce mois-ci, le 2. Oui, 2, comme la saison 2 que nous débutons aujourd'hui. 2 comme le nombre de victoires de l'Espagne à l'Eurovision. 2 comme le nombre de balles avec lesquelles on peut qualifier la politique de François Bayrou. Mais 2, c'est surtout le nombre de chroniques heureuses qui m'accompagnent aujourd'hui. Marie et Val, bonjour. Bonjour. Alors, nous ne sommes que tous les trois aujourd'hui, mais nous retrouverons bien vite nos acolytes Hippo et Elias. D'ailleurs, elles répondront à la question suivante depuis leur canapé, si elles daignent bien lire cette question écrite en gras sur le déroulé de cette émission. Alors, en vacances, est-ce que vous êtes plutôt team montagne ou team mer ? Du coup, là, ces vacances-là, c'est la première fois de ma vie que je suis parti en vacances à la mer, pour vraiment aller à la mer. Donc, je dirais que en vacances d'été, c'est team mer à 100%. Écoutez, je crois qu'en vacances, je suis plus team montagne parce que vraiment, je peux mourir pour les montagnes. Vraiment, I love it. Après, c'est vrai que j'adore me baigner. Donc, pourquoi pas petit combo montagne plus lac, piscine. Enfin, voilà. Mais la montagne, I could die for it. Mer. En vraie montagne. Hein. Bien, moi, je suis team sommaire. Oh, Ah. il est fort. Il est fort, il est bon. Elle a fait du tennis dans sa jeunesse, mais n'a jamais réussi à atteindre les qualifs de Roland Garros. Il pop 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 là là. Ouais. Contre quoi pousseras-tu ton coup de gueule ? Eh bien, écoutez, ce mois-ci, je pousse mon coup de gueule contre les tests de féminité imposés par la Fédération internationale d'athlétisme. Lui a chanté tout l'été, mais n'est pas dépourvu de chronique. Val, qu'est-ce que tu nous chanteras ? Je vais vous chanter le tube de l'été. Puis ce sera l'heure de prendre un déca, un mocha ou un matcha. Elias, tu auras un invité de marque au Café du Commerce ce mois-ci. Et oui, Erwan, j'aurai effectivement un invité de marque pour cet épisode. C'est l'homme incontournable de l'été et de la rentrée, François Bayrou. Chamboulement de l'ordre, on est de gauche. C'est pour ça, je prendrai le micro pour vous parler des vaches malades. Et enfin, nous retrouverons celle qui veut toujours avoir le dernier mot. Marie, sur quelle notion vas-tu disserter avec brio ? Eh bah écoute, j'ai quelques chutes à vous compter, donc... Allez, et elle ne s'essayera pas au crochet gauche de peur de se déboîter l'épaule. Du coup, on va plutôt partir sur le coup de gueule d'Hippo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm not done talking yet. You will speak when I'm done. It's not my fault. You came with her, but she might leave with me. Oh, security. Hello mes stars, comment allez-vous en ce début de mois de septembre ? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances, que vous avez profité du beau temps, de vos amis, de votre famille. Et si vous avez dû travailler, j'espère que vous avez tout de même profité. Alors, qui dit mois de septembre dit nouveau départ, qui dit nouveau départ dit championnat du monde de l'athlétisme. J'avais pas tellement de meilleures transitions, donc on fait avec. Revenons à nos moutons. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, ma chronique de l'été porte encore une fois sur le sport. Et donc, quelles sont les dernières nouvelles sur le sport, me demandez-vous ? Personne ne pose la question, mais pour la sake de ma chronique, on va prétendre que oui. Eh bien, la Fédération internationale d'athlétisme, FIA, impose à partir de ce lundi des tests de féminité obligatoires pour les femmes concourant aux mondiaux. C'est bizarre, me répondez-vous. Nous sommes le 1er septembre et non pas le 1er avril. Quelle est donc cette boutade ? Eh bien, c'est très sérieux, puisque la FIA a décidé, à partir de ce lundi 1er septembre, d'imposer des tests de féminité obligatoires pour les femmes concourant
aux mondiaux. C'est en fait des tests gynécologiques et hormonaux qui décident à déterminer si une femme est suffisamment femme, entre énormes guillemets, parce que vraiment, quelle est cette définition, pour concourir dans la catégorie femme. Oui, oui, vous avez très bien entendu, les femmes qui souhaitent concourir aux mondiaux de l'athlétisme vont devoir prouver qu'elles sont suffisamment fans. Et moi qui pensais que le sport féminin avait d'autres priorités, comme un meilleur accès au sport chez les femmes, et ce dès le plus jeune âge, la fin des VSS dans le milieu sportif, une meilleure répartition des salaires, le choix pour les athlètes féminines de s'habiller comme elles veulent, et qu'on arrête d'avoir Jean-Michel, 54 ans, qui fait du sport 2 fois par an, qui clame tout haut et fort sur Facebook qu'il peut battre à plate couture une athlète olympique de haut niveau. Parce que Jean-Michel, le seul record qu'il bat, c'est celui de la connerie. Mais apparemment, autant pour moi, la priorité du FIA, c'est absolument pas les femmes, mais c'est plutôt de suivre l'agenda politique de Trump et de tous les conservateurs / gros fachos, puisque rappelons que dans le programme de Trump, il y avait écrit l'interdiction pour les personnes trans de concourir à des compétitions sportives. Et le problème, c'est qu'en fait, on a déjà des fachos transphobes qui sont au pouvoir et qui veulent invisibilité toute une communauté, en plus de leur retirer leurs droits. Donc si en fait on a des organismes de sport qui s'en mêlent, on n'est vraiment pas sorti de la putain d'auberge. Et je rappelle au passage que ces soi-disant tests de féminité ne servent à rien. Scientifiquement, c'est inutile, ça n'a aucune valeur. C'est juste de la haine pure et dure. C'est très grave ce qui se passe, c'est choquant, c'est humiliant et c'est excluant. Et on n'est pas les seuls à penser ainsi, puisque les athlètes féminines qui ont été interrogées ont trouvé cette décision choquante et ont été assez abasourdies qu'on leur demande ça. En fait, le sport, il doit rester inclusif, ouvert à tous, et personne ne doit prouver une quelconque appartenance supposée ou non à un genre pour pouvoir concourir. Donc c'est vraiment honteux. Merci Hippo, c'était un formidable coup de gueule, et ce que je vous propose, c'est de poursuivre la réflexion sur les droits des personnes trans. On va faire un vrai ou faux, des mesures qui attaquent ou facilitent leur existence. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts ? Oui. Alors, première info, en Iran, les chirurgies de réattribution ou de réassignation sexuelle sont mieux prises en charge qu'en France. Ça, Vrai. c'est vraiment. On a Mais triché. oui. Alors, en fait, en théorie, c'est faux. Voilà. Ah, Alors, bon, en France, la sécurité sociale est tenue de rembourser 100% des soins initiés dans le cadre d'un parcours de transition. Ok. Mais en Iran, Euronews nous l'apprend, la moitié du coût de l'opération de réassignation est prise en charge. Sauf qu'en pratique, les surligneurs rappellent que selon une étude européenne de 2020, en France, seuls 17% des personnes trans décident de recourir à une transition médicale. Et parfois, l'assurance maladie refuse de rembourser certaines chirurgies du visage ou l'épilation définitive pour les femmes trans, par exemple. Ok. Donc du coup, ça fait baisser ce taux de 100% à un taux inconnu. Et surtout, la Sécu et les mutuelles, elles ne couvrent pas les dépassements d'honoraires. Or, une grande partie des opérations de réassignation se font dans des cliniques privées à cause des délais de l'hôpital public. Donc en théorie, on est meilleur que l'Iran, 100% versus 50%, mais en pratique, c'est peut-être un peu différent. Mais je vais rendre tout de même à César ce qui est à César. C'est Elias qui nous a alerté sur le sujet. Elias, est-ce que tu aurais quelques infos à ajouter sur ce remboursement iranien des chirurgies de réassignation sexuelle ? Alors oui, effectivement, Erwan, j'avais vu passer cette information en faisant quelques recherches sur les droits LGBT dans le monde. Alors tout d'abord, je veux éclaircir quelque chose. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la société iranienne. Donc si un de nos auditeurs maîtrise mieux, qu'il n'hésite pas à nous en dire plus. Alors effectivement, on sait tous qu'en Iran, l'homosexualité est interdite et passible de la peine de mort. Par contre, la question de la transidentité est interprétée différemment par les autorités religieuses. Alors effectivement, c'est depuis la fatwa de Roménie en 1787, la transidentité est considérée comme une sorte de trouble médical qu'on peut traiter par la chirurgie et l'hormonothérapie. Donc dans cette vision, un homme attiré par les hommes n'est pas acceptable, mais s'il devient une femme par la chirurgie, alors son désir est entre guillemets normalisé aux yeux de la loi religieuse et patriarcale. C'est ce raisonnement en fait qui rend la pratique juridiquement acceptable. La transition est autorisée non pas comme un droit lié à l'identité de genre, mais comme un moyen de rentrer dans les cases de l'hétérosexualité. Et donc, en fait, concrètement, l'État, il va reconnaître les opérations, il va même prendre en charge jusqu'à 50% des coûts et il va délivrer des nouveaux papiers d'identité aux personnes opérées. Donc, en fait, oui, sur le plan légal et administratif, c'est permis et parfois même soutenu, mais ce n'est pas une question de droit à l'autodétermination, c'est plus une tolérance conditionnelle fondée sur la conformité patriarcale et religieuse. Alors évidemment, on ne va pas dire que l'Iran, c'est un pays LGBT friendly.
les personnes transgenres restent très discriminées et surtout les homosexuels et lesbiennes sont violemment réprimés. Et donc en pratique, on est largement mieux lotis en France, où la logique repose sur les droits humains et le respect de l'identité de genre. Merci Elias pour ces éclaircissements. On passe tout de suite à la deuxième info. À New York, le nom des personnes trans ont été retirés du monument d'hommage aux émeutes de Stonewall. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je crois que c'est vrai. j'en ai Ça entendu sonne parler. trop bien amené pour que ça soit faux. En effet, c'est vrai. Alors Stonewall, c'est un quartier de Manhattan dans lequel des émeutes ont éclaté en juin 1969. Ce mouvement émeutier opposait la police à des personnes queer, car les forces de l'ordre avaient la fâcheuse tendance de venir faire des descentes dans les bars ou de tabasser les personnes sur la place publique, car s'aimer à l'époque, c'était interdit. En 1970, pour fêter le premier anniversaire de cette révolte, les activistes queer ont décidé de marcher dans les rues de New York et bim, La Pride. première marche des fiertés. Sauf qu'en tête de cortège, il y avait qui? Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera, notamment, deux militantes trans racisées à l'origine du STAR pour Street Transvestite Action Revolutionary. Et le 14 février 2025, le jour de la Saint-Valentin, l'administration trumpiste a décidé de retirer ces noms des plaques commémoratives ainsi que le T de l'acronyme LGBT. Donc l'administration est allée jusque-là, et donc j'en parle maintenant puisque l'info a été ressortie par l'Humanité le 30 juin. Allez lire d'ailleurs cet article qui est très intéressant. Je suis outragé. Mais je comment comprends il pas. Vraiment, en plus, retire le le truc des T? émeutes de Stonewall, c'est vraiment un truc pour les queers. Donc, à quel moment il y a des queers sur des trans? C'est trop bizarre. Oui, mais enlever le T, mais aux yeux de quoi? Puis l'administration. Qui part du pourquoi elle se mêle, principe en que fait. vu qu'ils disent il n'y a plus de T, du coup c'est supprimé. Si Ils on n'ont pas la transposait main à mise nous, sur l'acronyme, c'est fou. puis si on se transposait à cette époque, ce serait Et en vraiment plus- ce genre d'administration qui casserait la gueule des personnes queer qui Pile pour la Saint-Valentin qui est censé être un jour d'amour. d'amour, donc bon. Je trouve ça affligeant. Mais on n'en avait pas parlé l'année dernière, donc j'en ai profité pour le caler à cette occasion. Bingo. Troisième info. En Allemagne, une femme trans néo-nazie sème la panique dans une prison pour femmes. Hmm, J'ai entendu parler d'une néo-nazie, c'est pas. Elle est trans ou Vrai elle est lesbienne? c'est Je sais vrai. pas, ouais, vrai. Alors c'est faux. Je pense que celle dont tu parles, c'est la dame du parti AFD qui est mariée avec une femme, mais qui est lesbienne. Oui, qui est Non, d'extrême. je parlais C'est une pas femme de ça. d'extrême droite, mais Ouais. Il lesbienne. y a pas eu un truc en prison C'est trop un concept. Bah alors peut-être, je peux te raconter l'histoire et Vas-y. puis tu me dis si tu l'as vu passer, parce que moi j'ai découvert cette info par Hugo Decrypt, donc vous avez pu peut-être retomber Et dessus voilà. aussi. Ok. Donc cette femme trans s'appelle Marla Svenia Leibisch, donc c'est son nom à l'état civil, et elle a été condamnée récemment à 18 mois de prison pour incitation à la haine, diffamation et insulte. Et les juges prévoyaient qu'elle fasse sa peine dans une prison pour femmes, puisque à l'état civil, c'est une femme. Mais la justice, comme l'ensemble de la classe politique allemande, considère que Marla se serait servi de la loi de novembre 2024 qui permet aux Allemandes ou aux Allemands de changer de genre à l'état civil sur simple déclaration. Elle aurait fait ça en fait pour se moquer de la loi et de montrer, regardez maintenant, on peut faire ce qu'on veut avec l'état civil. D'ailleurs, la photo d'illustration de l'article du Courrier international montre Marla arborant une moustache extrêmement fournie, contrastant avec un style très pompeux, léopard, lunettes de soleil, grand chapeau, donc ça pourrait laisser à penser qu'elle se moque en fait des personnes trans, surtout que souvenez-vous, cette dame a été condamnée parce qu'elle a tenu des propos néo-nazis, Ah oui, donc on peut quand même douter. Oui. Qu'elle soit vraiment Voilà. impliquée dans la cause, quoi. Ouais. Alors, heureusement, en fait, elle n'est pas allée en prison avec d'autres femmes, parce que là, ça aurait pu être dramatique. Je la genre au féminin, parce que dans le doute, je préfère la genre au féminin. Mais donc, d'une, les autorités de Saxe, en fait, ont la possibilité de déroger à la loi, et en fait, de déroger à la loi séparant les hommes et les femmes dans les prisons. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, Marla s'est enfuie en Russie, donc elle n'ira pas en prison. Donc elle n'a pas semé la panique en prison. Mais c'est quand même une tragédie. Bah vraiment, surtout que se saisir de la loi juste pour montrer en mode regardez, moi je le suis pas du tout et pourtant ça se fait facile. C'est un autre niveau de facho, quand même. faut aller à des degrés de putain mais. Mais bon, on peut quand même féliciter qu'en Allemagne on puisse transitionner, Oui. enfin changer d'état civil sur simple déclaration. C'est la lettre du genre. Oui, c'est état ça, sur la civil, carte ok. d'identité. En France, alors il y a quand même des choses qui se sont avancées. Là, je crois que c'est le 28 juillet, c'est ça. La Haute Autorité de Santé a publié un rapport pour inciter les autorités médicales à faciliter les transitions sur simple déclaration. Voilà, l'idée c'est qu'on arrête d'envoyer les personnes trans voir des psychiatres qui n'y connaissent absolument rien, qui sont complètement arriérés sur ces questions, et de redonner le pouvoir à ces personnes qui savent en fait mieux que quiconque ce qu'elles ressentent et comment elles Oui. s'identifient.
Voilà, donc la HAS a publié 152 recommandations, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment le nombre de recommandations. Le rapport, si vous le souhaitez, est disponible. Moi, j'ai préféré dormir. Voilà. Je vous propose de passer à une dernière info, Vas-y. ou une dernière vrai ou faux. Mhm. Allez, en France, les personnes trans ne peuvent plus donner leur sang. Je pense que c'est faux Faux, hein. et que c'est justement elles peuvent. Oui, c'est faux. Alors par contre, c'était le cas des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes de 83 à 2016. C'était impossible pour les homos et les bi de donner leur sang, parce que... Les hommes Potentiel détenteur de sida aux yeux de Exactement. Parce que Mais les jusqu'à autorités- 2016, ils sont Jusqu'à arrivés 2016. ok. Et de 2016 à 2022, ils pouvaient donner leur sang, mais en attestant d'une abstinence. Alors ça a évolué, c'est passé de 12 à 4 mois. Ok. Mais Mais c'est même- vraiment, mais ouais. c'est Ça reste affligeant. tragique et des Non, hétéros mais peuvent c'est- avoir le sida. Mais c'est ça. Spoiler alert. Voilà. Breaking news. Et donc le problème avec ce règlement, c'est pour ça que j'en parle ce mois-ci, c'est que l'établissement français du sang avait dans ses données 40 ans de fichage d'hommes gays et bi, comme nous le rapporte Tétu. Sauf que si Le Pen et ses copains arrivent au pouvoir, prennent ces fichiers, et ben ils savent exactement qui couche avec qui et où ces gens habitent. Donc c'est un petit problème. C'est un petit problème. Mais Heureusement. n'importe qui en fait qui a ces infos, c'est un problème. Ah bah oui, oui. Mais là, Enfin, déjà eux en particulier. enfin là, je trouve que le backlash aurait été assez violent, je pense, en Mhm. cas de gouvernement fasciste à la tête de la France. Heureusement, l'association Toust a permis à l'EFS de revoir sa politique, et donc l'EFS, donc l'établissement français du sang, va supprimer, a annoncé la suppression Ok. de ces dossiers le 22 août dernier. Mais le combat n'est pas fini, puisque les femmes ayant des relations avec les femmes ont aussi été exclues du don du sang jusqu'en 2002, et donc elles sont toujours fichées. Mais bon, heureusement, c'est fini, et c'est pas trop tôt, et il n'est pas trop tard non plus pour danser sur Macumba, Acelere, Ara Ere, ou la Macarena. Mais Val, mais qu'est-ce que tu me chantes là? Let's go. Et bah question, qu'est-ce que tu me chantes là en l'honneur de cette nouvelle saison qui débute à la fin de l'été 2025? J'en profite pour vous parler d'une actualité qui n'a pas eu lieu, de quelque chose qui ne s'est pas produit, voilà, qui nous a manqué. Est-ce que vous voyez de quoi je peux vous parler? J'ai l'impression qu'on va parler des tubes de l'été. Oui. Exactement, et oui, cet été, ce qui nous a manqué, c'est un tube. Un bon gros tube, et je ne vous parle pas, je ne vous parle pas de tuyaux. Un hit, un succès, une chanson que tout le monde scande, sur laquelle tout le monde danse, qui nous fait penser au soleil, à la plage, et dont on devrait tout juste commencer à saturer là, en début septembre. Le tube de l'été, expression qui s'ancre pour de bon en 1989 avec la fameuse Lambada. Bon, au-delà d'être un double plagiat, hein, cette chanson, pour lequel les compositeurs et auteurs originels ont fini par avoir gain de cause et récupérer leurs droits, il s'agissait d'une opération commerciale folle entre trois grandes entités, à savoir une chaîne télé, une maison de disques et une marque. TF1, donc qui venait de se privatiser à l'époque et cherchait à drainer une audience plus jeune face à la concu d'M6, Sony, anciennement CBS, qui avait signé un groupe monté de toutes pièces par des producteurs français qui cherchaient à nous vendre un tube aux sonorités exotiques, passez-moi l'expression, Oh mon Dieu. et Orangina, marque sponsor du clip et annonceur de la chaîne qui avait investi des fonds énormes aussi bien dans le titre que dans la diffusion de spots publicitaires qui le reprenaient. Merci par ailleurs à BFM, RTL et Europe 1 pour ces brefs rappels. En tout cas, bingo loto, plus d'1,7 million d'exemplaires physiques vendus du titre rien qu'en France. Ce qui est énormissime, c'est comme si 3% de la population française de l'époque avait le 45 tours chez eux. Ce qui est fou en termes de proportion. Bah, complètement. Bon, ensuite, je ne vous apprends rien, il a fallu rendre à César ce qui était à César, mais ça, c'est la thématique d'une chronique passée. En tout cas, ce genre de stratagème et par extension de tube incontournable, universel, n'est plus trop possible à notre époque, et ça pour des raisons que j'ai l'impression de scander à chaque épisode, j'ai nommé les mutations de l'industrie musicale. Parce qu'en fait, on ne nous bombarde plus uniformément d'une seule et même chanson les étés, que ce soit en télé, en radio ou sur les médias traditionnels, puisqu'en fait, ils ont perdu de leur hégémonie, comme on dit, et ils ont laissé place à d'autres modes de conso et d'écoute, à savoir le streaming. Et avec les playlists, l'offre musicale qui est dense en fait et à laquelle on a accès en 2 clics, et bah ça fait qu'on a une ribambelle de chansons, à défaut d'avoir un énorme tube qui met tout le monde d'accord.
Donc on va avoir un Feel Good de Charlotte Cardin qui tourne en boucle sur FC Radio. On va avoir un Man Child de Sabrina Carpenter qui est viral sur TikTok parce que son pré-refrain est amusant. Ou on va avoir un Ciel de Gims qui est à moitié repris, à moitié moqué par nos fêtards du Cap d'Agde. Bon, en tout cas, il n'y a plus d'omnicanalité ou de résonance à tous les niveaux qui pourrait rendre une seule et même chanson inévitable, comme il y a presque 40 ans. D'autres techniques s'opèrent malgré tout. Voilà, si c'est pas une danse qui fait le buzz, une pub ou un challenge, c'est parfois un remix avec un grand nom, par exemple, issu de la sphère occidentale. C'est le cas de Despacito qui avait été propulsé en 2017 sur d'autres marchés que ceux qui étaient hispaniques, en partie, même si c'était déjà un gros tube, grâce au remix avec le chanteur canadien Justin Bieber. Et là, pour le coup, on est d'accord que c'était notre tube de l'été 2017. Autrement, difficile à nommer en 2020, bon, année plus que fédératrice, où l'on était tous et toutes logés à la même enseigne, bon, la raison m'échappe. On avait eu Angela d'Attic, on avait eu Weshden d'Anissa, bande organisée même, mais ça restait le succès des plus jeunes, c'est-à-dire qu'on n'était pas sur du 7 à 77 ans. Même chose il y a 3 ans, Flowers de Miley Cyrus était inévitable, mais bon, la chanson a duré toute l'année, donc est-ce que c'est vraiment un tube de l'été ? Voilà, plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il est difficile de s'accorder sur une chanson digne de ce titre de tube de l'été. On a carrément eu besoin d'être vainqueur à la Coupe du Monde de football en 2018 pour scorer un dernier vrai tube en France, à savoir ramener la coupe à la maison de VG Drink, pardon. Donc en fait aujourd'hui, pas de suggestion, mais une question. Est-ce que vous, à votre échelle perso, vous avez eu une chanson qui a coché la case tube de l'été dans vos cœurs ? Cette année, non. Je pense que j'ai un peu été nostalgique. Moi, j'ai beaucoup écouté Banana Split de Lio. Je sais pas pourquoi ça pop-up très rapidement dans mon cerveau. Et j'avoue, c'est extrêmement honteux ce que je vais vous révéler là, mais c'est pas très grave. J'avais une PowerPoint night avec mes copines de Sciences Po, et donc pour l'occasion, je leur avais fait un espèce de destination Eurovision des Goldies, qui est notre nom de groupe Messenger. Et il se trouve que j'avais pour ça créé des chansons par IA. Et donc en fait, j'ai beaucoup écouté les propres chansons que j'avais créées par IA, parce qu'il y a certaines que je trouvais trop drôles, et du coup ça a ramené aussi des bons souvenirs. Donc le fait de les créer, de travailler ce PowerPoint et ensuite de les avoir diffusés pendant qu'on était tous en groupe, fait que c'est un peu devenu mon tube de l'été. En tout cas, c'est la chanson qui restera de mon été. Il y a une petite symbolique. Il y en avait une parmi tant d'autres Ouais, moi j'aimais bien Radioactive Barbie, parce que j'ai une copine Cyrielle qui va subir une opération à base d'iode qui fait qu'elle va devenir radioactive. D'accord. Et elle a fait son master sur les Barbies. Et donc du coup j'avais raconté une histoire comme quoi c'était une Barbie qui voulait aller en date avec Ken mais qui pouvait pas parce qu'elle était radioactive. C'était voilà. C'était super, je vous la ferai écouter. Mon cœur en plastique, pas trop vite. Les étoiles brillent, mais je suis interdite. Je veux danser sous la lune rose, mais mes atomes explosent. Je brille dans le noir, un soleil bizarre, mais je reste au placard. Radioactive Barbie, c'est moi. Kenaton, mais je ne peux pas. Je suis flashy, cassée. Radioactive Barbie, condamnée. Moi, Réfléchis. j'ai pas écouté de musique actuelle en fait, mais j'ai découvert Youngblood, notamment celle que j'ai poncée cet été, The Funeral. En gros, voilà. Ça donne envie. Oui, il parle de dépression. Non, mais en fait, c'est le rythme est gay et entraînant. Mais j'en doute pas. Et toi, Manchild? Moi, pour le coup, je l'ai mentionné, j'ai beaucoup écouté Man-Child de Sabrina, et sinon une autre chanson que j'avais déjà dite dans le dernier podcast, Fashion Designer, mais je dirais que Théodora a rythmé mon été, l'album entier. J'ai écouté une chanson de cette dame. Et Si, c'est pas mal, franchement. Go checker. Il y a, franchement, c'est hyper hétéroclite Ouais. en termes de style, donc t'as des trucs hyper enjaillants, aussi bien que des choses plus posées. Voilà, donc c'est. Pour moi, elle réconcilie Jul et Aya Nakamura. True. Il y a un peu ce truc de Aya Nakamura qui est resté quand même beaucoup pour plutôt les meufs, la communauté queer, etc. Et Théodora, je trouve que vraiment, elle va encore plus loin, elle rassemble encore plus large. C'est clair. Et puis il y a ce truc de gens qui ont montré que
aussi bien elle passe auprès de certains types de médias que d'autres. Oui. Genre elle sait adapter son discours, elle passe partout quoi, tout en restant elle-même avec plein de styles. Donc je pense que ça fait aussi qu'on entend son nom partout, là où une Aya que tu as mentionné se fait vite reprendre pour sa manière de parler, pour ci, pour ça. Et j'ai l'impression que dans les médias plus tradis ou plus bourgeois, bohème, elle coche mieux les cases, Théodora. Ouais, elle est moins clivante. Ouais. Est-ce que Hippo et Elia sont un tube de l'été à nous donner? Écoutez, moi, mes tubes de l'été, c'est principalement des tubes K-pop, parce que je suis allée voir des artistes en concert de K-pop. Donc, un peu BTS, un petit peu Stray Kids, un petit peu également Untrix. Donc, voilà, voilou. Mais si vous n'avez pas de tube de l'été, chères auditrices, ce n'est pas grave et c'est peut-être normal. Vous souffrez probablement d'anédonie musicale. Alors j'ai repéré ce terme dans un article du Média Sud-Ouest après avoir tapé musique sur mon moteur de recherche. Voilà, parfois l'inspiration ne me vient pas pour développer la réflexion et puis des fois elle arrive comme ça sur une recherche Google. Alors l'anédonie musicale selon eux c'est selon eux, mais ferme ta gueule. la liaison entre le selon et le c'est terrible. Donc selon eux plutôt, c'est l'absence de plaisir à écouter de la musique. Alors ce mal pourrait être causé par une lésion cérébrale ou par une insensibilité à ce type d'art en particulier, comme moi parfois, qui ai du mal à comprendre certaines œuvres plastiques contemporaines, comme Cher ou les frères Bogdanov par exemple. Alors Cher, tu la comprends très bien, mais Ouais. Alors, troisième cause probable de l'anédonie musicale, c'est une mauvaise connexion entre vos tympans et le circuit de la récompense dans le cerveau, qui fait qu'en gros la musique ne procure pas de plaisir particulier. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il disait que l'anédonie musicale, ça pouvait être notamment perçu chez les gens qui chantent très faux. Parce que comme ils n'ont pas de sensibilité au niveau des notes, et bah parfois ils ont du coup pas de sensibilité musicale avérée. Ok, ça fait sens. En vrai, je trouvais ça rigolo, je savais même pas que ça avait été documenté par des scientifiques. Alors je vais pas vous citer toutes les études parce que l'article était un peu long, mais je peux vous citer une statistique. Est-ce que vous savez quelle est la part de la population qui souffrirait d'anédonie musicale? Une part de population 8%. En pourcentage. Ah, j'ai cru des groupes sociaux, j'étais en mode quoi Oula, Tu dis 8? Ouais. je dirais 16 pour 8 dire ou un double. 18. Ah oui, c'est vraiment... Moi je dirais 16. Bah alors c'est Marie qui est le plus proche, ce sera entre 5 et 10% des Ok. humains. Et ça contraste avec les hyper-hédoniques, donc eux c'est ceux qui peuvent pas se passer de musique au quotidien, ils seraient 25%. Ok. Donc ça explique que dans l'humanité globalement on aime la musique, Oui. et les gens qui aiment pas la musique existent mais ils sont beaucoup moins visibles parce qu'ils sont moins nombreux. Voilà, c'est la petite statistique, je trouvais ça un peu rigolo. Bah de fou. Tout ça en tapant en musique sur un moteur de recherche. Franchement... C'est anémonique. Non. Anédonique. Alors, c'est anédonie musicale, donc anédonique, et du coup les autres c'est les hyper-hédoniques. Mais Voilà. l'hédonisme, c'est pas l'aspect, le plaisir. Il y a un H. C'est pas le même mot. Non, parce que hédonisme... non C'est mais pas le mot. hédonisme, Well, I il me semble tried. qu'il n'y a pas de H. Ok. Mais je vais vérifier tout de suite, Oui. en fait. Hédonisme, maintenant il y a un H aussi. Non, j'ai dit n'importe quoi. Peut-être Ok. que c'est ça. Ouais, qui considère le plaisir comme un bien essentiel. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, c'est présent. Moi, il y a un truc duquel je suis hyper hédonique, c'est vos chroniques. Je ne peux pas m'en passer. Alors, sans plus tarder, retrouvons Elias au Café du Commerce. Cet été, pendant que le peuple travaillait, pendant que le peuple suait, Bayrou préparait le pire plan d'austérité depuis des décennies. Il veut supprimer 2 jours fériés, dont le 8 mai, symbole de la victoire contre le fascisme. Il veut réduire les remboursements pour les malades de longue durée. Il veut augmenter les franchises médicales. Il veut priver les travailleurs de la 5e semaine de congés payés, conquise de haute lutte en 1982, pour la transformer en marchandise. Voilà son projet. Prendre à ceux qui n'ont rien pour protéger ceux qui ont tout. Et les conséquences. Les 5% les plus modestes perdront près de 1% de leur revenu disponible. Les retraités perdront 300 euros. Et en plus, le plan est absurde, parce qu'en cassant la consommation, le PIB se contractera et le ratio dette sur PIB grimpera mécaniquement. C'est l'effet récessif. Moins de croissance, plus de dettes. Alors,
Pourquoi tant de cruauté quand d'autres solutions existent? La taxe Zuckman sur les ultra-riches, un impôt unitaire sur les multinationales, deux mesures, 40 milliards d'euros de recettes. Oui, 40 milliards, sans toucher aux droits sociaux, sans briser les conquêtes. Et face à ce plan mortifère, que s'est-il passé? Le peuple s'est organisé autour du mouvement du 10 septembre. Et c'est cette mobilisation populaire qui a forcé Bayrou à déposer un vote de confiance le 8 septembre. Et ce jour-là, il va tomber. Ce sera la première victoire du peuple. Mais la bataille ne s'arrête pas là. Voilà pourquoi la date du 10 septembre est cruciale. Le peuple doit répondre par la mobilisation populaire. Grève, manif, blocage, refus de consommer, arrêt de la production. Un véritable rapport de force citoyen pour imposer un gouvernement qui applique enfin le programme choisi en 2024, celui du nouveau Front populaire, celui des insoumis. Et quand le 11, les médias répéteront leur rengaine, le mouvement s'essouffle. Vous répondrez non, parce que le prochain rendez-vous, c'est le 18, avec l'appel à la grève des syndicats. Camarades, nous sommes des bipèdes. Nous marchons sur deux jambes. D'un côté, l'action politique au sein des institutions, notamment à l'Assemblée nationale. De l'autre, la mobilisation populaire dans la rue, sur les places, dans les usines. C'est cette double force qui peut transformer le pays. Ainsi, nous sommes face à un tournant politique. C'est le socialisme ou la barbarie. Et je vous le dis, la France ne changera pas par des magouilles parlementaires ou des coups de force. La France changera par son peuple, en action, décidé, debout. Alors Macron doit choisir, respecter le peuple ou partir. Et s'il refuse, eh bien qu'il dégage, car le peuple français décidera de son avenir. Merci Elias pour cette piqûre de motivation, ce véritable appel à la grève. Tiens d'ailleurs, où serez-vous le 10 septembre? Est-ce que vous savez? Le 10 septembre, normalement, in the street. Alors moi évidemment le 10 septembre je vais être dans les mobilisations populaires. Alors je ne sais pas encore le lieu exactement, si ça va être Paris ou plutôt dans l'Ain. Mais voilà, en tout cas il y a des choses qui se préparent. Est-ce que ça va plus être des grosses manifs? Est-ce que ça va être le blocage d'axes routiers, de péages, de ronds-points? Moi je serai dans les mobilisations populaires, c'est sûr à 100%. Bah, je pense que mes potes et moi iront marcher aussi au lieu d'aller à la fac, surtout que ça a l'air d'être partout, quoi. Donc, facilement possible de s'insérer dedans. Oui, et j'espère que les universitaires réagiront en mettant des dispenses d'assiduité. J'ai fait un clin d'œil derrière le micro. Marie, tu seras où toi le 10 septembre? Moi j'aimerais marcher, mais est-ce que je vais travailler le matin? En fait, je ferais ça par rapport à. Enfin, je pense que j'irais travailler, mais par rapport à mes collègues, genre. Enfin, je sais qu'ils vont pas faire. Enfin, bref. Ça me mettrait mal de plomber mes collègues pour un jour. Bon après, je veux dire, un jour, la mobilisation risque de durer longtemps, et c'est le but. Oui. En fait, c'est toujours ce problème-là de la grève, c'est qu'ils disent oui, mais du coup, ça fait chier les gens. Globalement, c'est le but. Hein. Oui. Enfin, c'est l'objectif principal. Moi, j'avais fait un blocage un jour à Sciences Po, ils me disaient ouais, mais c'est chiant, les gens peuvent plus aller à l'école. Je fais, c'est le but. C'est de rendre le truc disruptif. C'est de rendre le truc de. Bah, en fait, si vous accédez pas à nos demandes, on continuera de bloquer, il y aura plus de cours du tout. Comme ça, vous serez content en fait. C'est. Voilà. Pour créer la Mais rupture. je comprends que ça fasse chier et qu'on n'ait pas trop envie de mettre en péril une équipe avec laquelle on s'entend bien et où tout le monde va travailler. C'est un petit peu compliqué de se dire allez, j'y vais toute seule. On a l'impression de rien changer, mais bon, voilà, c'est toujours le truc aussi de. Bah, c'est vrai que individuellement, on n'a pas du tout intérêt à participer à ce genre de mobilisation, mais en fait, collectivement, si tout le monde le fait un peu partout, bah là, du coup, ça devient intéressant. Disons que je pense que je produirais, mais je consommerais pas. Genre, je me dis, bon, allez, au moins. Ouais, c'est déjà ça. Et j'irai marcher, je pense. Moi je pense que j'irai marcher, oui, surtout que je suis étudiant en journalisme, donc ça pourrait être intéressant d'aller récolter la parole des gens qui sont sur place. Je pense que c'est là où je peux être le plus utile, sachant que ma production est non marchande, puisque quand on publie sur les cornifleurs, on publie gratuitement. Donc je pense que ça peut être intéressant d'aller en manif pour récolter justement ces paroles militantes là et voir un petit peu, prendre la température dans le cortège. Ouais, je pense que j'essaierai d'aller manifester. Et du coup, pour en revenir à la discussion, est-ce que ce serait pas Macron qui lui aurait demandé, alors là c'est vraiment de la politique fiction, hein, mais est-ce que Macron, au lieu de virer simplement Bayrou, aurait pas dit
Tu veux rester? Bah sur toi que t'as la confiance, vas-y je t'en prie. Pourquoi il aurait voulu le virer? Bah parce que la politique convient pas du tout là. Enfin là le 10 septembre c'est une redite des gilets jaunes, hein. Macron je pense qu'il se fait pipi dessus. Hein. Parce que le dernier gilet jaune, t'as quand même des gens qui disaient Macron explosion. Enfin genre le mec je pense se sentait pas hyper bien à l'Elysée quoi. Je sais pas. C'est possible, mais après, est-ce qu'il passerait vraiment par un stratagème comme ça au lieu de. Enfin, est-ce qu'il prendrait pas ses cojones Ouais, pour parce lui qu'il dire. ferait genre, c'est le peuple qui choisit, enfin un truc comme ça à la con qui ferait que c'est pas moi tout puissant qui décide. Ouais. C'est pas con. Hein. Bon en tout cas il y a un truc qui est sûr, c'est que le 10 septembre, comme c'est pas férié, Bayrou il pourra pas nous l'enlever. J'ai envie de me jeter dans la Seine comme Hidalgo avant les JO. Mais avant que le droit du travail ne disparaisse quand même, je vous propose de faire un autre jeu. Hein, vraiment, je me suis chauffé ce mois-ci. Oh. Sur les jours fériés cette fois. Voilà, pour vous montrer, qu'on mérite mieux que 5 semaines de congés mal payés. Bon, je vous le dis, ce jeu a largement été réalisé grâce à Wikipédia car moi aussi, j'ai le droit à des jours fériés. Alors, première question. Dans quel pays célèbre-t-on la journée des présidents? Qui serait une angoisse absolue en France. UE ou pas UE? Non, c'est pas en Europe. Alors, des autres pays qui ont des présidents. Est-ce que c'est le nom président? C'est comme ça que le statut s'appelle? Alors, dans la langue du pays, je peux vous donner un indice, elle est nommée Dia de los Presidentes. Argentine? Non, c'est plus au nord. Brésil? Uruguay. Non, Non, mais en plus, c'est même pas. C'est portugais. Uruguay. Non, c'est plus au nord. Pérou? Encore Non, au bah, Pérou, ça. C'est en Mexique, Amérique centrale, c'est au bon. sud du Mexique. Costa Rica. Presque. Panama. Non. Mais c'est ça, c'est dans cette zone-là. Cuba? Elle est ça, Jennifer Lopez. Comment on dit? Mais ça Elle est ça, elle vient sûrement du Ah. lieu en question. Pour moi, elle était genre Mexique. Porto Rico. Exactement, c'est Porto Rico qui commémore la naissance de George Washington. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que c'est leur président, le premier président. Porto Rico, c'est un espèce d'État associé aux États-Unis. Mais je vous en parle. Pourquoi? Parce que déjà, ce serait une angoisse absolue de faire ça en France, mais aussi car la journée est célébrée tous les 3e lundis de février. Donc ça veut dire que tout le temps, peu importe le jour où ça tombe, c'est un lundi. Donc ça fait un week-end de 3 jours. Donc Bayrou pèterait son crâne. Et donc ils font exprès que ça tombe un lundi, je pense, pour que les gens aient un vrai férié. C'est adorable. Donc je trouve ça vraiment, Bah ouais. c'est vraiment le concept du jour férié quoi. Mhm. Donc on les aime bien. Ok. Peut-être que Charles III, lui, il aime moins bien cette fête. Dans un pays du Commonwealth, on continue de fêter la reine. C'est vraiment la fête de la reine. Donc vraiment, il bolosse complètement Charles III. Mais dans quel pays est-ce qu'on célèbre la fête de la reine? C'est pas en Australie? C'est pas en Australie. L'Inde? Non. Ouais. Dans mes connaissances. Fin de mes connaissances en termes de Commonwealth. pays appartenant au Commonwealth, ouais. C'est un pays très connu. Hein. Enfin, c'est... Ok, on reste Asie. Non. Ok. Une ancienne colonie. Non. Oui, bah, Ah oui. bah si, oui, Commonwealth. c'est vraiment le concept chez C'est 3 en Afrique? Non. C'est donc. C'est quoi là? Canada? Oui, c'est au Canada. Ah. Tous les lundis précédant le 25 mai. Donc eux aussi, ils font exprès de décaler les jours fériés pour que ce soit un lundi. Ils ont compris la notion. Exactement. Bon, alors c'est pas totalement un bolossage de Charles III parce qu'en fait il célèbre la reine Victoria, qui est la première monarque qui a régné sur la colonie Ok. en 1876. Et sachez qu'au Québec, cette fête elle est aussi célébrée mais elle a un autre nom, elle s'appelle la Journée nationale des patriotes depuis 2003. Voilà. Ça fait un peu facho comme nom. Oui, surtout que avant 2003, c'était la fête du dollar avec un D à la fin pour Adam Dollard des Ormeaux, qui était un militaire français qui a participé à la conquête de la Nouvelle-France. Donc un gros colon. C'est trop bizarre de fêter les colons. Bah ouais, je trouve ça aussi bizarre. Après, ça, si ça leur plaît, libre à eux. Mais ça a changé maintenant, c'est plutôt le côté identité québécoise Oui. et tout, contre la reine Victoria qui est un symbole de colonisation britannique. Bah après, Thanksgiving est fêté. Hein. Oui. Bon. Je vous propose de continuer ce petit quiz sur les jours fériés en 2012. Combien de jours fériés ont été supprimés par le gouvernement portugais dans le cadre d'un programme d'austérité? 5, C'est plus. 10, Non. C'est moins. 7. C'est moins. 6. C'est juste. N'en parlez pas, François. Juste pris. Mais donc le gouvernement portugais de l'époque avait supprimé 6 jours fériés et le gouvernement socialiste en 2016 en a rétabli 4. Donc quand Ok. même, merci à eux. Donc sachez que si Bayrou les enlève, peut-être on les récupère après. Et donc j'ai lu ça dans un article d'Euronews du 21 juillet, et le média a aussi fait un classement des pays offrant le plus de jours fériés et le moins de jours fériés à leurs travailleurs, en ne comptabilisant pas
les jours fériés qui tombent systématiquement un dimanche, comme le dimanche de Pâques par exemple, qui est férié, mais bon, Ça sert à personne rien, travaille ça. de fait. Ouais. Donc à votre avis, quel est le pays en Europe qui accorde le plus de jours fériés aux travailleurs et le pays en Europe qui en accorde le moins? Allemagne, Non, Allemagne pour toi c'est... le plus. Non. D'accord. j'ai vu un classement C'est même récemment et le on était deuxième, en vraiment partant de la fin. en bas. Ah, Est-ce que c'est un bah, pays scandinave, Non, anciennement ou actuellement catholique, plutôt. Non, pas catholique d'ailleurs. mais chrétien? Oui, mais pas catholique. Et ça t'aide vraiment ou pas? Ou Bah c'est- j'allais dire au début Portugal ou Italie, mais du coup Non, ça c'est se passe pas- aussi. L'Espagne. L'Espagne, ils sont deuxième avec 14 jours. Et l'autre c'est 15? Oui, Ok. c'est une île. Ah, les Canaries? Non. C'est un Mais endroit. je suis con, ça fait partie. Oui, c'est espagnol. Mais alors, non, mais c'est intéressant parce que des fois, dans certains pays, il y a des jours fériés qui sont régionaux. Par exemple, en Alsace-Moselle, ils ont 2 jours fériés en plus par rapport à la métropole, enfin le reste de la métropole. Ouais. Quoi. L'Islande. Non. Une île en fait, je cherche une. Non, la Corse, non, c'est encore. C'est Chypre. Ah, Chypre Cyprus. qui a 15 jours fériés. Donc 2 semaines vraiment. C'est Je énorme. trouve ça super. On a combien nous? Et nous, on est à 11. Oh. Et sachez que, alors le site Bientôt à ici 9. rappelle que la moyenne dans l'Union Européenne c'est 11,7. Ça veut dire qu'on est en dessous de la moyenne. La France, Et c'est en et dessous de la Bayrou, moyenne. il veut encore nous enlever 2 jours. Et donc là, on tomberait en bas de classement avec l'Écosse, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark qui ont 9 jours fériés. Hmm. Et en bas de la marche, on a l'Angleterre et les Pays de Galles qui sont à 8 jours fériés seulement. Et sachez que ce n'est pas la première fois qu'un Premier ministre de droite tente de supprimer des jours fériés, puisque Jean-Pierre Raffarin l'avait fait en 2004. Est-ce que vous vous souvenez du jour férié que Jean-Pierre avait supprimé? J'avoue qu'à 2 ans, j'ai d'autres préoccupations. Mais oui, mais je me doute. Attends, est-ce qu'il est devinable ou pas? C'est un lundi. C'est un lundi de quelque chose. Il a été rétabli ou pas? Non. Bah non, moi j'ai pas. C'est le lundi de Pentecôte que Jean-Pierre Raffarin a transformé en journée de solidarité. Ah, mais oui, Ah ok, mais oui, on aurait Mais je pu le précise ce savoir. truc, donc c'est quand même terrible. Ce jour-là, les travailleurs ne sont pas payés et bossent gratuitement pour renflouer la sécu, Oui, c'est le jour de solidarité. pendant que les riches continuent leur exode fiscal. On les taxe pas, eux on s'en fout, on les laisse faire. Pas de Mais par soucis. contre, les gens qui travaillent, on leur ponctionne leur salaire ce jour-là pour les donner, on dit souvent aux retraités, on dit que c'est un jour Oui, pour ma les mère a dit que c'est le jour pour les vieux. With all due respect. Oui, bah bon. Bon, tout ça pour dire que c'est quand même un peu toujours les mêmes qui nous cassent les gonades avec Il voulait l'austérité. pas en faire un deuxième en plus de jour de solidarité? Je crois que là, c'est les supprimer, mais qui, quand même, ils travaillent, les gens. Mhm. Genre, juste, ils travaillent. Mais ils gardent quand même leur jour, enfin, leur salaire, quoi. C'est vrai que cette question-là sur les jours fériés, elle est quand même intéressante parce que souvent, quand on parle de jours fériés, on a l'impression qu'en France, on est le pays ayant le plus de jours fériés de l'univers et qu'on est les plus flemmards de l'univers, alors que il me semble de mémoire, sur le nombre d'heures travaillées, la France, elle est dans la moyenne haute de l'Union européenne. Et concernant les jours fériés, alors il me semble que la France est dans la moyenne et que bah, un des pays qui en a le moins, c'est l'Angleterre, hein, un pays exemple du libéralisme, du néolibéralisme par excellence en Europe. Et après toutes ces nouvelles plus ou moins réjouissantes, je vous propose de vous reposer un peu l'esprit, de fermer les yeux et de vous laisser porter, sauf si vous êtes dans la rue. Voilà, ouvrez-les pour traverser, ce sera mieux. Lors d'une balade dans les champs et les forêts qui bordent la maison de mes parents, je suis tombé nez à nez avec 2 vaches, une marron et une noire. Le grand remplacement, dirait Célis. Ça m'a un peu sidéré, ces vaches. Bon, alors, pas leur couleur, et puis j'avais déjà vu des vaches dans ma vie, hein, c'est vrai, mais cet été, j'ai découvert la dermatose nodulaire. Alors, tout le monde en parlait au Progrès où je travaillais, notamment du premier cas diagnostiqué dans l'Ain fin août. La dermatose nodulaire, c'est une maladie de la peau qui touche essentiellement les bovins. L'infection est transmise par les suceurs de sang, comme les tans ou les vampires par exemple. Et une fois attrapée, la DNC, comme on l'appelle, est très contagieuse, mais seulement entre les ruminants. Ok. Pas de panique, elle ne peut pas être transmise à l'homme ou aux autres animaux, à la différence du Covid. En même temps, quand on voit la gueule des pangolins, qui a eu l'idée de bouffer ce truc? Si mon ex avait eu un animal qui ressemble... Non, pas cette fois. Comme le taux de mortalité et de contagion de la DNC est très élevé, les autorités sanitaires françaises préconisent l'abattage complet du troupeau lorsqu'une seule vache est déclarée malade. Le média Reporter estime que plus de 500 vaches ont été tuées rien que sur le mois de juillet.
Je vous laisse donc imaginer l'ampleur des dégâts aujourd'hui alors que l'épidémie continue. Je veux d'abord qu'on parle du taux de mortalité. Je parlais du fait qu'il était élevé. Est-ce que vous savez à combien s'élève ce taux de mortalité? Vous pouvez donner des taux. Un pourcentage 3. C'est plus. 10. C'est 10% environ, et selon les résultats Google donnés en majorité. Donc par l'esprit de Pythagore, de Thalès et de la réquère jaune transparente, je convoque le problème de maths. Imaginons que la DNC ait été transmise à 100% du troupeau. Si le taux de mortalité est de 10%, en pourcentage, quelle est la part de vaches euthanasiées alors qu'elles auraient pu survivre? 90, mais c'est une dingue ça. 90%. Me direz-vous. Il est vrai que la mesure est un peu radicale pour un État qui lésine à légiférer sur le droit à mourir dans la dignité. Mais là on parle de vaches malades, qui en plus de contaminer leurs congénères, maigrissent et deviennent stériles. Ça veut dire plus de viande, ça veut dire plus de veau, et ça veut dire plus de lait. Alors pardon de voir le verre de lait d'avoine aromatisé au matcha à moitié vide. Certes, les agriculteurs perdent beaucoup d'argent dans cette histoire, alors qu'ils et elles sont déjà obligés de passer par Karim le Marchand pour trouver l'amour. Certes, les bêtes souffrent et dans d'autres pays l'épidémie a décimé des cheptels entiers, mais simplement posons-nous la question. Le confinement des bêtes n'était pas possible apparemment. Bon, ok, mais pourquoi? Alors que l'épidémie a déjà touché d'autres pays, comment se fait-il qu'on n'ait rien trouvé pour enrayer la maladie? Ah, à cause des coupes budgétaires dans la recherche et par rapport au fait qu'on s'en contrebranle du sort des animaux, peut-être ça. Là, on parle d'animaux sensibles, d'êtres intelligents qu'on envoie à l'abattoir en mode préventif pour que des gens continuent de manger des steaks au domac tranquilles, tout en sachant que la maladie n'est dangereuse que pour la croissance de l'industrie de la viande. Les vaches sont considérées comme des agents de production devenus complètement inutiles, et avec ces idées, qui sait ce qui arrivera quand on me diagnostiquera une maladie dans un pays gouverné par des gens qui pensent qu'on adore se mettre en arrêt pour le plaisir et où mes soins ne seront plus remboursés par la Sécu. Alors mon avis n'est pas totalement fixé sur la question parce que c'est un problème un petit peu complexe. Du coup j'ai besoin de vos oreilles attentives. Pensez-vous que mon antispécisme mêlé à mon anticapitalisme a une pertinence dans cette affaire? Est-ce que ma démonstration vous convainc finalement? Oui, je pense que c'est pertinent parce qu'en fait, là, on bute des animaux, des êtres vivants, par manque de productivité. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est le summum de la tragédie capitaliste, là. Alors moi, je suis 100% d'accord avec toi, Erwan, ton antispécisme anticapitaliste est pertinent. En fait, il faut bien comprendre que c'est le capitalisme qui va organiser cette logique. Enfin, un être vivant, il va pas avoir de valeur en soi, il va avoir une valeur seulement par la place qu'il occupe dans la production. Et du coup, c'est cette même logique qui détruit les forêts, qui va épuiser les sols, privatiser l'eau. Et donc ici, dans ce cas-là, les animaux sont réduits seulement à leur rentabilité. On va pas abattre les vaches pour elles, mais justement pour protéger l'industrie de la viande et du lait. Et comme tu le dis bien, on pourrait imaginer d'autres réponses. Voilà, la vaccination, le confinement, de la recherche publique, si la priorité était la santé des animaux et pas celle des profits. Et c'est pour éviter le coût que C'est ça. représenterait C'est ça. le fait de les soigner en gros. Et du coup on bute 90% de vaches qui auraient survécu probablement. Ouais. Bon, qui seraient mortes en fait dans tous les cas vu qu'on les aurait donné à la Mais elles auraient pas. Oui. Oui, mais elles auraient pas servi à la Mm. bouffe du coup. Donc ils en font pas usage C'est ça. dans leur. Mais après, si on est dans cette Vision. logique, on est aussi en mode c'est gaspillé là. Mais en fait dans tous les cas, elles meurent. Mm. Donc, Mais elles meurent pas forcément de la maladie. On aurait pu les laisser Oui. En vie. Non, mais c'était une. Mais ça m'a un peu interpellé et du bah ouais. coup je voulais vous en parler parce que ça a fait un peu parler au bureau et comme je connaissais pas du tout le sujet, je me suis dit mais profitons évidemment de ce podcast et de la rentrée pour évoquer ce sujet ensemble. Right. Voilà. Bon, on espère quand même qu'il restera quelques âmes pour écouter les traits d'esprit de Marie, à qui on donne le mot de la fin. Hello jeunes gens un peu moins jeunes. Je me questionne, à partir de quand devrais-je cesser de vous qualifier de jeune? La saison 6? Quoi qu'il en soit, j'ai décidé que vous n'aviez pas tant vieilli que ça en un été. D'ailleurs, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu. Quoi, pour votre plus grand bonheur? Pff, bande de fesses molles. Bon, venons-en aux faits. Et non, Erwan Paopé, arrête, ça pue. C'est vulgaire. Allez, si on commençait par une question, c'est quand la dernière fois que vous êtes tombé? Attention, je parle pas d'un simple trébuchement, non, une chute, une vraie.
Alors, une des dernières fois où je me suis un peu éclaté ma race, c'était quand j'étais à Strasbourg. L'année dernière, j'avais porté une petite robe trop mimes avec des sandales. Et j'ai décidé de commencer à marcher comme si j'étais sur un défilé, en fait. Et ma sandale a glissé. Je me suis étalée sa mère dans la rue, mais genre vraiment étalée sa mère. Le genou en sang, donc un banger devant une terrasse. Donc j'étais mortifiée, mais en même temps, ça m'a fait hurler de rire, donc j'étais un peu en mode... Enfin, vraiment, la débile qui se pète la gueule toute seule avec ses écouteurs et qui se relève en rigolant. Mais en plus, je boitais, enfin, vraiment, ça faisait pitié. C'était chez moi, au lieu de mettre mon pied à plat, j'ai mis mon pied sur le côté et en me levant de ma chaise, je me suis étalé dans mon appartement de tout mon long. Et si bien que mon voisin m'a envoyé un message en me disant « Je viens d'entendre un gros bruit, est-ce que tout va bien ?» Donc voilà, c'était ma dernière chute mémorable en tout cas. Je n'en ai pas en tête, enfin la dernière en date est peut-être pas celle dont je me rappelle, mais une fois c'était quand j'étais en train de courir et en montant, après une montée, en repartant, je me suis croûté dans la pente et me suis ouvert et il y avait quelqu'un et la personne m'a dit ça va et je dis oui. Voilà. Bon, moi, c'était il y a une petite semaine. Le temps semblait clément, la chaleur commençait déjà à perdre de sa vigueur. Mes jours de congé approchaient à grands pas. Et par une motivation qui me surprend encore, j'entamais ma 3e séance d'escalade. Ouais, vous avez bien entendu, votre chère chroniqueuse a pratiqué un sport volontairement. Cela durera-t-il? Nul ne le sait, mais si tel est le cas, j'aurai plus d'une anecdote à vous conter. Comme cette chute, ce cassage de gueule monumental d'un peu plus de 2 mètres de haut. La seule que je n'ai pas vue venir. Mais vous savez ce que les autres ont vu, eux? Un sac à patates qui s'écrasait au sol. Non. Même le bruit était grotesque. Atterrissage en position fœtus, rire surpris, regard interdit. Sachez qu'on n'est jamais trop humble, jamais. Et pourtant, je prévois déjà d'y retourner. D'abord parce que j'ai un super coach qui croit en des capacités que je peine parfois à déceler. Il m'arrive très souvent de douter, mais tout s'arrange lorsqu'il me promet un sirop de grenadine si j'ai réussi une piste que je pensais hors d'atteinte. Spoiler alerte, j'y arrive du premier coup. Waouh. La motivation du sirop de grenadine. Ce que j'aime dans cette activité, c'est qu'elle révèle tout ce qui cloche chez moi. Bien souvent, j'échoue à un bloc, pas parce que je n'en suis pas capable, mais parce que je renonce. Alors je m'interroge. Pourquoi Marie? Au début, je pensais que j'avais le vertige, mais en fait, ce n'est pas la hauteur qui m'effraie. Non, ce qui me terrorise, c'est l'idée de tomber. Chuter de la hauteur que j'ai peiné à atteindre. Alors si j'ai la moindre incertitude sur mes capacités, j'abandonne. Si je sais que je peux y arriver, mais que la descente s'annonce périlleuse, je renonce. Si je ne peux pas contrôler chaque issue, je fais marche arrière. On y est. La peur qu'une situation me glisse des mains, que je perde le peu de contrôle que je pensais détenir jusqu'ici. Parce que, si on y réfléchit, tomber, c'est loin d'être évident. Tomber, c'est chuter de sa hauteur vers le bas. Tomber, c'est lâcher prise, prendre un risque, celui de se blesser, de voir la situation nous échapper. Au moment qui précède la chute, on n'a aucune idée de l'état dans lequel elle nous laissera. Quand on tombe à vélo, nos genoux saignent. Notre pantalon tout neuf est maintenant tout troué. On se fait mal, c'est pas une sensation agréable. Quand on tombe malade, notre système immunitaire est en PLS. La fièvre nous implore d'en finir. Les nuits se font chaotiques. On doit se tenir loin des gens qu'on peut contaminer. C'est chiant. La seule raison qui nous pousse à surmonter ça, c'est le souvenir de la personne que nous étions avant d'attraper ce foutu mal. Quand on tombe amoureux, c'est pareil. Sans prévenir, une personne occupe notre esprit comme si elle y payait un loyer. Au début, c'est mignon, hein. Quand on la voit, notre sourire n'en devient que plus vrai. Notre cœur se perd dans chaque éclat de son regard. Son rire sonne comme une douce mélodie qui nous berce tard le soir. Soudain, c'est comme si le monde s'était vidé de toute sa cruauté. Tout n'est plus qu'amour. Puis, sans crier gare, vient le moment où ça cesse d'être si mignon. C'est fatigant de toujours penser à elle. La quête constante de son attention ternit notre sourire. Même les cœurs les plus vaillants finissent parfois par se perdre dans le méandre d'un regard. On réalise qu'on n'a pas le monopole de sa joie, que d'autres personnes plus grandes, plus intelligentes, plus tout, la font rire comme on n'y parviendra jamais. Ça nous consume, puis le coup de grâce. Après avoir refusé notre demande en mariage une bonne 50aine de fois, cette même personne déserte le foyer conjugal pour des contrées plus vertes. Oui, Val, c'est de toi dont je parle. Mais bon, on réglera ça plus tard, hein. Je digresse un peu. Bref, j'ai peur de tomber, c'est un fait. Mais si gravir des parois m'a fait réaliser quelque chose, c'est qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que ce qui suit la chute. On se relève du matelas, on sourit à son ami, on prend acte de notre échec, on mûrit notre réflexion, puis on remonte, on réessaie, encore et encore. On tombe 6 fois, on apprend, on grimpe une 7e fois, on réussit. Et là, une sensation incomparable nous traverse. Ça y est, le sirop de grenadine, enfin. Mais surtout, l'angoisse qui s'estompe.
Ce n'est pas si dramatique de tomber, c'est même nécessaire. Ça nous pousse à nous relever encore et encore. On passe notre vie à nous relever. Après une chute à vélo, un lymphome, une désillusion, un deuil, certaines épreuves nous paraissent parfois insurmontables. Et peut-être que pendant un temps, elles le sont vraiment. Mais au final, tout n'est qu'éphémère. Tôt ou tard, on remonte en selle, on guérit, on avance, on tombe de nouveau et c'est comme ça. Allez, sur ce, il est temps pour moi de vous laisser. Vous avez une rentrée à préparer et moi, des chutes à multiplier. La vie, jeune fou. Moralité, laissez tomber vos amis. C'est vraiment ce que ça m'inspire. Ce truc. Du coup, il faut que je la laisse tomber, mais en même temps, il faut pas vraiment la... Laissez tomber. C'était Bon. super beau, Mary. Oui, c'était Merci. très très bien écrit, félicitations. Tomber, chuter, est-ce qu'on finirait pas cet épisode sur nos échecs personnels? Ça vous dit? Hein? Ouais. Bon, on peut parler professionnel comme tout RH qui se respecte, on peut aussi parler personnel comme tout thérapeute de comptoir, sur n'importe quel plan pro-perso, affectif, artistique, orthophonique également, ou que ne sais-je encore. Quel a été l'échec le plus retentissant de votre vie? Oh, de notre vie. Non, Wow. bah, je sais pas de votre vie, mais en De tout notre cas, un semaine, échec, peut-être. un échec voilà, qui a été retentissant. Il y a une citation de Brecht que j'aime bien qui dit que celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Alors concrètement, ça veut dire que oui, on peut trébucher, mais l'essentiel, c'est d'avancer, de se relever, de continuer à lutter. L'échec individuel n'est rien face à l'échec collectif qu'on subirait si on renonçait à changer la société. Je dirais qu'un de mes derniers gros échecs, là, ça a été d'avoir du mal à construire un cercle social dans certaines villes dans lesquelles j'ai été. Donc je dirais que c'est mon dernier gros échec, entre guillemets. Bah, Vous vous souvenez? moi j'ai un échec, c'est pas... Je pense pas que ce soit le pire, mais il faudrait que j'y songe pendant une nuit ou deux. Tu étais présent. Ah putain, oui. Ça y est, Lequel est-ce? J'avais une crush à Lidl dans mes années lycée. Et ma mère me dit, mais va demander son... va demander son numéro. Et moi, je sais pas, je m'échauffe un jour, je me dis, pourquoi pas? Donc j'appelle Erwan, mon cher meilleur ami, je lui dis, coucou Erwan, ça te dit qu'on aille à Lidl, faut que je demande le numéro de la caissière. Erwan, surpris. On y va, je saisis cette opportunité juste pour foutre de ma gueule. de vivre un bon week-end. J'avais rien à faire. Du coup, on y va, hein? La dame, en plus, On tourne déjà. On tourne On dans tourne. le magasin pendant une demi-heure. parce que Pour je rien j'ose pas. acheter, hein. Mais oui, parce qu'après tout, j'ose pas. Donc j'achète un truc à la con pour passer à sa caisse. Et là, en fait, non, c'est moi qui lui tends mon numéro. C'est pire que ça. Je lui tends mon numéro. Ce qui est Elle me hyper fait- surprenant pour l'époque hein, de ta part quand même. Mais même pour maintenant, je ferais pas ça. Elle me dit quoi? Non, désolé, je prends pas les numéros. C'est vraiment, je prends pas la carte bleue, mais je prends pas Ouais. le numéro de téléphone, quoi. Mais ça implique genre Et toi, d'autres... lui, te fous de ma gueule à côté. C'était foutu de ma gueule sur tout. J'étais même pas à côté pour être encore plus. J'étais derrière le magasin qui est vitré. J'étais de l'autre côté, à l'extérieur du magasin et je voyais ça arriver. Et je n'arrivais plus à me retenir. C'était pas possible. La situation était tellement improbable. Je trouve ça complètement fou. Mais vraiment. Mais oui. Et après réflexion, en fait, je me dis heureusement qu'elle a pas accepté. Je veux dire, j'avais genre 16-17 ans à l'époque. Ah bah oui putain. Mais bon, mon ego, on a pris un coup. J'imagine. On avance en silence, hein, on est remonté. On est remonté en selle, hein. Et puis voilà. Moi, un dont je me souviens, c'était en primaire où j'arrivais, j'ai toujours eu bien réussi à l'école, mais là c'était les divisions et en fait poser la division et je me souviens vraiment de ne pas y arriver et les gens autour de moi y arrivaient et j'allais pleurer en cours parce que je n'arrivais pas à poser les divisions fractions avec la Oui. tout ça. Euclidienne. Euclidienne, tout à Et fait. ça m'a marqué puisque je m'en souviens donc. Et que je ne sais toujours pas poser de division. Exactement, je ne pose que des pêches. C'était pas nécessaire. Beaucoup. Non mais vraiment tu sais pas toujours pas faire de Si, division, je sais c'est faire à bon, présent. ça. Mais par contre, je pense que je préférais la faire autrement que comme ça. Parce que le truc, on Mais retient tu la peux. dizaine. Je pense que non, mais On peut la faire autrement. oui, Si. je pense que j'y ferais plus de. Alors, ça dépend hein, de la difficulté, mais plus de tête que de poser. On retient pas la dizaine en plus. C'est juste que tu prends le chiffre d'après et tu rajoutes un zéro. Ouais, mais ça, tu vois, j'ai plus. C'est pourquoi il n'a pas réussi en primaire. That's why. D'accord. I Et toi cried. Bah moi je pense que c'est le permis de conduire hein, quand même parce que Mais-
J'ai raté pas mal de trucs, hein. Enfin voilà, toutes les émissions télé dans lesquelles j'ai participé, notamment le 1er septembre dernier, où je n'ai même pas pu chanter la dernière chanson puisque la personne m'a battu à fond. Mais elle était très sympathique au demeurant, donc c'était Tant mieux. vraiment une super expérience. Mais voilà, en fait, ces émissions me coûtent de l'argent. À force de faire des allers-retours à Paris, ça commence à me coûter Elle cher. coûte cette plus merde. qu'elle ramène. Ah voilà, vraiment. Non, mais le permis de conduire, ça a été affreux parce que je l'ai raté 2 fois d'affilée à vraiment 2 semaines d'intervalle. Mm. Et la première fois, genre, je foire un stationnement au créneau. Mais en fait, je suis même pas éliminé par le créneau en lui-même. C'est que tellement dégoûté de ne pas avoir réussi à faire mon créneau, donc ça a duré 10 minutes. Hein, donc je rentrais dans la place. Ah, mais. Donc du coup, j'étais vachement pas dans la place, genre Mhm. décalé par rapport aux autres. Je ressortais, je regardais, elle Oh fait non. bon, on va partir. Et en fait, au moment de partir, je frôle une bagnole. Ah non, Et mais. tu l'as Et poké c'est ou là, non, et c'est là où en fait j'ai été éliminé. Et la deuxième fois, je sors du centre d'examen, je roule, je tourne à gauche, céder le passage, j'ai une petite visibilité, je passe, coup de frein. Il y avait un passage piéton sur la droite et j'avais seulement pas assez regardé à droite. Donc la moniteur, la monitrice. l'inspectrice. Ok. Après, t'as pas l'habitude de Arrête. regarder à droite. Hein. Oui, c'est vrai, ça m'arrive Ouais. peu, mais... Et donc là, en fait, dès la 2e minute de l'examen, Hmm. j'ai perdu. Et donc elle me dit, bah c'est pas grave, on va quand même conduire 10 minutes Mais maintenant que c'est vous êtes là. Et donc pendant 10 minutes, je conduis En en sachant. sachant pertinemment que je viens de re-rater le permis, que je dois repayer. Et en me disant, mais là en fait, je pars en Erasmus, hein, j'ai pas que ça à foutre, Hmm. c'est mort. Enfin, genre, adios le permis quoi. Donc ça a été. Et puis après, j'en ai parlé à ma psy et tout, enfin, ça a été une source de stress énorme parce ouais. que. Comment en fait je me suis dit mais je n'arriverai jamais à passer ce truc, le Mm. stress était tellement intense, ça dure 20 minutes, tu dois faire 0 faute en gros, alors que t'en fais pas habituellement, mais c'est tellement Oui. stressant que Mhm. ça m'a, enfin franchement C'est vrai ça que m'a la trop marre. conduite en général, ouais, les leçons et tout l'avant obtention jusqu'à l'épreuve, c'est Ouais. angoissant. Ah mais vraiment. Et puis là dernièrement quand j'ai dû passer une épreuve de journalisme en rattrapage, pareil, genre mental breakdown, bah, pareil que toi, j'ai toujours été très bon élève, Hmm. qu'on me dise passe un rattrapage, j'étais vraiment, je Quoi vous demande pardon. C'est Ouais. peut-être pas justifié en plus. c'est- Oui, en plus, c'était pas très juste. Finalement, je me suis rendu compte qu'ils auraient pu me faire passer Ok. l'année sans me faire ça. Mais ils avaient envie de me faire Surtout que t'as briller. été major de promo. Mais c'était avec Sciences Po. Ok, d'accord. Et là, c'était avec le CFJ. Ah, Mais du coup, oui, il y avait en plus cette dissociation de je suis censé être un très bon élève et du coup, là, tu et me même fais là, un peu- et oui, ouais, du coup tu tombes plus haut quoi. Hmm. Alright. En tout cas, il y en a un qui a pas peur de l'échec, c'est François Bayrou. Ah. Le 8 septembre, qui quand même va se confronter C'est à clair. l'Assemblée nationale qui a 66%. Ah bah là, ça va être la chute. Hein. Il ferait Là, mieux de va ne pas en tomber avoir et peur j'espère parce qu'il va que pas se ça risque d'être remonter. fatal. Ouais, je pense qu'il en a peur en vrai de cet échec. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que ce soit déjà la fin de cet épisode. Mais oui, Hippo, Val, Elias, Marie, merci beaucoup pour toutes ces chroniques éclairées et éclairantes. On se retrouve le mois prochain pour refaire le monde et l'actualité du mois de septembre. D'ici là, ne laissez pas tomber vos idées et songez à ce que pourrait être un Matignon sans Bayrou Premier ministre, à une rue où marche une gauche et des syndicats unis, et à un Macron esselé contraint de nommer une première ministre de gauche ou de démissionner. Juste imaginer. Il va tellement mettre quelqu'un. Oh bordel, la première. Allez, prenez soin de vous. Bisous. Ciao.